Alors, bienvenue pour cette table ronde intitulée Savants populaires. Le populaire échappe-t-il au canon? Donc une table ronde on va essayer de parler 1h15, 1h20 et de garder du temps pour les questions de manière à vraiment échanger sur le sujet, sachant qu'on ne va pas vous proposer vraiment un discours théorique, une définition achevée de ce qui serait le populaire mais le savant, mais plutôt des tentatives de définition en développant des cas d'études qui permettent d'éclairer cette tension. Avant tout, je pense que c'est important qu'on se présente parce qu'on a vraiment un discours situé à la fois dans les institutions et à l'extérieur des institutions. Peut-être qu'on commence par toi, Margot. Ouais, donc bonjour. Merci à Justine et Enguerrand pour votre invitation. Je suis vraiment très heureuse d'interagir avec vous aujourd'hui. Donc moi, je m'appelle Margot Nguyen et j'ai fait des études d'histoire de l'art. En fait, j'étais à l'école avec Justine et Enguerrand. Nous avons étudié ensemble et après mes études, j'ai travaillé avec des commissaires d'exposition et actuellement, je travaille comme en indépendante en fait dans le secteur culturel, à côté d'artistes pour divers projets. Et l'objet de ma présence aujourd'hui, et c'est un peu le fruit du hasard, mais voilà, ça nous ramène à la question du MUSEM et de l'art populaire, c'est que parmi beaucoup de mes expériences d'accompagnement de projets artistiques, j'ai été amenée en fait à fréquenter les collections du MUSEM et j'ai pu vraiment observer l'attrait très grand de l'art populaire, enfin, ou de ce qu'on tentera de définir et ce dont on va parler aujourd'hui et de ce qui peut être considéré comme l'art populaire ou les croyances populaires, les savoirs populaires. J'ai vraiment pu sentir très fortement et à travers le prisme du projet artistique et de la recherche artistique l'attrait de ce champ-là pour les artistes contemporaines. Et donc ça me fait hyper plaisir aujourd'hui de pouvoir prendre le temps d'en parler. Et la perspective que je vais adopter par rapport à Justine et Enguerrand, c'est vraiment plus le prisme du projet. Et je trouve ça intéressant de partir de ce constat expérientiel, de se dire, il y a cet attrait des artistes contemporains aujourd'hui, et pas que aujourd'hui d'ailleurs, parce on a pris quelques exemples, mais je pense que cet attrait, il dure au XXe, XXIe siècle, et donc de se demander pourquoi cet attrait persiste, et après pour le reboucler, et après on aura l'occasion pendant la table ronde aussi de le réinjecter et de le retisser avec la question du canon. Et est-ce qu'un canon, est-ce qu'il est pertinent de parler de canon dans les pratiques d'art contemporain? Moi, je pense pas en y réfléchissant, mais on aura l'occasion d'en débattre ensemble. Mais donc, en tout cas, enchantée, ravie, et merci à Justine et Enguerrand pour l'invitation. Je me présente. Donc bonjour à toutes et à tous, je suis Enguerrand Lascol, je suis conservateur du patrimoine au MUSEM, où je suis responsable du pôle vie domestique, donc c'est les collections d'art populaire liées à la maison, à l'habitat, donc des collections, surtout des collections héritées du Musée national des arts et traditions populaires dont on va vous parler. Et par contre, j'ai une formation d'historien de l'art, donc à l'école du Louvre et ensuite à l'Institut national du patrimoine. Et c'est en ça aussi que vous allez voir, on a un regard on est dans un musée d'ethno, un musée de société, mais on a des regards d'historien de l'art. Et c'est en ça que je pense que les questionnements qu'on va se poser sont intéressants parce qu'ils confrontent différentes approches, différents regards, le regard de l'ethnologue, le regard de l'historien de l'art, pour essayer de repenser les objets et peut-être les voir différemment. Et voilà. Et enfin, Justine Bobot, je suis également conservatrice du patrimoine au MUSEM, mais responsable du pôle sport et santé. Et tout comme Enguerrand, j'ai une formation d'historienne de l'art et j'ai beaucoup travaillé sur l'historiographie et notamment sur l'historiographie féministe. Et c'est pour ça que quand j'ai vu cette question du canon, je me suis dit qu'il y avait une manière de réarticuler un questionnement autour de ces questionnements féministes d'une part et d'autre part autour des collections d'art et tradition populaire. Alors je vais vous proposer peut-être brièvement une petite introduction qui nous permettra de replacer les enjeux intellectuels autour de cette question savant populaire. Comme Margot l'a dit, nous sommes partis d'un double point de départ. Tout d'abord l'intérêt des artistes et notamment des artistes contemporains pour l'art populaire, un regain d'intérêt qu'on trouve également dans le monde muséal. Et puis également, Enguerrand et moi, en tant que conservateurs et conservatrices du MUSEM,
les MUSEM, qui est l'héritier du Musée national des arts et traditions populaires, on se posait dans notre pratique quotidienne la question de la définition de cet art populaire et la question également de la pertinence de cette catégorie. Alors il est évidemment nécessaire au préalable d'esquisser en 2-3 mots une définition de ce que serait cet art populaire. Donc on vous a proposé une citation un peu longue, j'en suis désolée, de Jean Cuisenier, directeur... Ça sera plus rigolo ensuite, il y aura des images. Tu veux qu'on la lise à plusieurs, Justine? On peut faire une phrase chacun, si vous voulez. Jean Cuisenier, qui était directeur du MNATP de 66 à 88, qui dit « Les arts populaires n'existent que dans leur relation aux arts nobles et savants. Si tant d'obstacles s'opposent à leur reconnaissance, c'est en raison précisément de ce qu'ils ne peuvent jamais être appréhendés en eux-mêmes, pour eux-mêmes, mais toujours comme un terme dans une relation. » Je pense que cette citation inaugurale suffit avec la dernière phrase qui est « populaire ou savante ». Ces catégories ne se partagent ni se divisent. En fait, populaire et savant vont ensemble. Alors cette définition, elle nous paraissait intéressante en ce qu'elle pose déjà l'art populaire comme un champ d'études, comme une catégorie intellectuelle et comme un champ d'études composé d'un corpus d'objets conservés souvent dans des musées d'ATP ou de folklore. Et d'emblée, on voit que c'est une définition qui est extrêmement floue, puisque les objets d'art populaire ne peuvent pas être définis en tant que tels. Ils sont définis par rapport à l'art savant, par rapport aux beaux-arts. D'une certaine manière, l'art populaire, c'est ce qui est à la marge des beaux-arts et donc ce qui est exclu du canon, ce qui est exclu de ce système de valeurs et de références qui définit le canon. Et d'une certaine manière, c'est cette situation marginale qui nous a intéressés. On s'est dit qu'en se penchant sur des objets qui ne relevaient pas de ce canon, du système de valeurs des beaux-arts, on pouvait étudier la manière dont ce canon fonctionnait et la manière dont il était construit. Et en même temps, avec Enguerrand, on est confronté à une grande diversité de collections au MUSEM, des collections qui sont intrinsèquement pluridisciplinaires, entre, comme Enguerrand l'a dit, histoire de l'art, anthropologie, ethnologie, art contemporain. Et cette diversité des collections nous incite, nous pousse à aborder des objets dans une logique déhiérarchisée, donc avec l'idée de dépasser d'emblée le canon. Alors dans cette table ronde, on va essayer de montrer que travailler avec des collections d'art et traditions populaires ou dans un musée d'art et traditions populaires, ça implique en fait de repenser notre rapport aux productions humaines par-delà les disciplines et les catégories esthétiques et donc par-delà le canon, et en même temps de tester de nouveaux modèles muséographiques en expérimentant des modèles muséographiques qui dépassent une approche typologique par catégorie, sculpture, peinture, etc. Ces catégories étant souvent dominantes dans les musées de beaux-arts. Comme Margot l'a dit également, cette réflexion, elle sera étroitement nourrie par le travail des artistes. Ces artistes qui, dès le début du XXe siècle, se sont nourris aussi bien de ce répertoire canonique que d'objets de peu. Et puis ces artistes plus récemment aussi qui, en endossant un rôle d'artiste collectionneur ou bien de commissaire, ont abordé des collections très diverses avec un regard décloisonné et déhiérarchisé. Rapidement, le plan de notre table ronde, on reviendra d'abord dans une logique plus historique et théorique sur, en quelques mots, l'histoire du Musée national des arts et traditions populaires, et on tentera une définition de ce qu'est l'art populaire. Et puis, on reviendra sur des cas d'études à travers, d'une part, des expositions qui mettent en œuvre une approche transdisciplinaire, et d'autre part, des expositions qui, en présentant l'art contemporain et l'art populaire, permet une déhiérarchisation des productions humaines. C'est parti. Donc, on commence avec une petite introduction historique. Donc, le MUSEM, c'est le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Il a ouvert en 2013 à Marseille. Et c'est le dernier né des musées nationaux, mais en fait, il est héritier d'une longue histoire, puisque nos collections sont issues à la base donc, du musée d'ethnographie du Trocadéro, qui est un musée qui a ouvert à la fin du XIXe siècle dans la suite des expositions universelles. C'était un musée qui alors cherchait à
à collecter toute la culture matérielle du monde, que ce soit à la fois la culture matérielle française traditionnelle, mais également dans le contexte colonial de l'Afrique, de l'Océanie, des Amériques. Et c'est un musée qui ensuite va être, donc en 1937, va se diviser en deux. D'un côté, il y aura le musée de l'Homme, avec toutes les collections extra françaises, qui ensuite a donné le Quai Branly qu'on connaît. Et de l'autre côté, en fait, les collections françaises, elles vont partir sous la direction de Georges-Henri Rivière au Musée national des arts et traditions populaires, qui était alors au palais de Chaillot. Un musée donc consacré à l'ethnographie française. Et là, c'est vraiment le fond de base du MUSEM, puisque comme vous le verrez, le musée des ATP va fermer au début du XXIe siècle et toutes les collections vont partir à Marseille. Le Musée national des arts et traditions populaires, et notamment son directeur Georges-Henri Rivière, ça va être un musée qui va faire date dans l'histoire des institutions muséales, autant françaises qu'internationales. Il va beaucoup influencer la muséographie moderne, la manière de présenter les objets. Un principe de base, ça va être donc le musée d'ethnographie du Trocadéro, il était plus dans une démarche folklorique et Georges-Henri Rivière, il va arriver dans une démarche vraiment scientifique, d'étudier les cultures populaires de manière la plus scientifique possible. Et c'est ça qui vont créer des principes muséographiques modernes très importants. Ce qui va faire la renommée des ATP, c'est notamment ces séquences de fabrication qui montrent en fait les différentes les étapes de fabrication d'un objet. Donc ici, donc un sabot de bois, mais également des boules de pétanque, qui ensuite étaient présentées donc dans ce rythme qui est d'ailleurs en fait assez esthétique au final, mais c'est dans une démarche vraiment d'archivage des techniques traditionnelles, des savoir-faire traditionnels. Dans les années 70, au début des années 70, le musée, en fait, il va ouvrir, le Musée national des arts et traditions populaires va ouvrir dans un nouveau bâtiment fait par Jean Dubuisson au Bois de Boulogne, en face de la Fondation Vuitton aujourd'hui. Un musée qui, là, vraiment va faire date en termes de vitrine, en termes de muséographie. Ça va être la muséographie qu'on appelle en fil de nylon, qui va être révolutionnaire pour l'époque et qui va présenter les objets d'une manière complètement inédite, avec des vitrines qui vont vraiment faire date, des vitrines emblématiques et qui vont justement influencer les artistes contemporains d'aujourd'hui. Margot vous en reparlera à la fin de cette présentation. C'est une muséographie très sobre qui présente les arts populaires sur donc, ce fond sombre avec des objets suspendus à des fils de nylon. Donc ça fait des ambiances un peu fantomatiques, très esthétisantes, mais en même temps très scientifiques, qui s'appuient sur des données ethnologiques. Donc là encore, on est dans une frontière assez floue entre est-ce qu'on regarde un objet de beaux-arts ou un objet ethno, quelle est la valeur qu'on va venir accorder à cet objet. Un autre principe important du musée des ATP, c'est les unités écologiques, qui sont des sortes de collecte d'objets en masse, comme des sortes de period room, mais de la manière la plus radicale possible. On va venir collecter dans les intérieurs traditionnels, les intérieurs populaires, tout ce qui fait la spécificité de cet intérieur. Vous voyez là à droite l'intérieur breton, il y a les lunettes du propriétaire, le torchon, le vaisselier avec la vaisselle cassée utilisée par le propriétaire, l'armoire, le lit clos. Donc c'est vraiment dans une démarche globale qui explique aussi pourquoi on a des collections aussi importantes. C'est qu'en fait les objets, c'est vraiment le terme d'unité écologique. Les objets, ils fonctionnent ensemble, ils n'ont de sens qu'ensemble, et pris les uns indépendamment, ils font pas forcément sens. Finalement, pour terminer cette petite histoire des collections, le musée des ATP, à la fin du XXe siècle, il va perdre de sa splendeur, il va y avoir très peu de visiteurs. Au même moment, le musée de l'Homme, les collections du musée de l'Homme vont être complètement divisées. Jacques Chirac va faire créer le musée du Quai Branly, et qui va venir prendre les collections du musée de l'Homme, les collections extra-occidentales. Et donc le ministère de la Culture va chercher à trouver une nouvelle orientation pour ces objets du Musée national des arts et traditions populaires, qui va venir coupler à la collection européenne du Musée de l'Homme, qui n'était pas partie au Quai Branly en fait. Donc tout ce qui est la collection européenne du Musée de l'Homme et la collection française du Musée des ATP vont venir se retrouver au Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, qui va ouvrir en 2013 à Marseille.
on rentre dans le vif du sujet avec une première partie donc consacrée. Donc maintenant qu'on a fait cette histoire des institutions, on va venir se questionner sur comment ces institutions ont pu penser ou non le canon à travers les collections qui présentaient. Le musée d'ethnographie du Trocadéro, comme je vous le disais, il va venir présenter la société traditionnelle dans une manière très folklorique et peu scientifique. Ici, on a la salle de France, qui est une sorte de reconstitution d'un intérieur breton, mais avec très peu de données, très peu de documentation. C'est dans une démarche très exotisante aussi, qui va beaucoup inspirer les artistes. Et en cela, on présente donc cette œuvre de Paul Sérusier qui montre aussi un regard complémentaire entre les institutions et les artistes qui va nous intéresser durant toute cette table ronde. Comment les artistes contemporains ont pu influencer et comment on peut influencer les institutions muséales et comment il peut y avoir des échanges entre les deux. Et donc Paul Sérusier, un peu dans le même regard que pouvait avoir le musée d'ethnographie du Trocadéro, il est vraiment dans un regard exotique sur la Bretagne, sur la société traditionnelle française, avec le mythe de la terre, des traditions populaires, des superstitions et du folklore qui en fait ici est assimilé au primitif. Ça va changer ensuite. Mais la base des collections, c'est quand même un regard très primitif sur l'art populaire. Donc c'est en cela qu'on s'intègre donc à cette question sur le canon. C'est les artistes qui vont venir étendre le canon en considérant de nouvelles formes, en considérant d'autres formes de la culture matérielle et en s'intéressant à la culture populaire et en se l'appropriant pour leur création. Alors je prends le relais sur les années 30, au moment où on ne parle plus de folklore mais d'art populaire. Enguerrand vous l'a dit, en 1937, le Musée national des arts et traditions populaires naît avec ce nom, donc Musée national des arts et traditions populaires. On choisit le terme art et traditions populaires et non folklore, alors qu'il y a de nombreux débats dans les années 1920 et 1930 sur la manière dont on peut qualifier ces objets de la culture matérielle quotidienne. Alors le choix d'art populaire, il n'est pas anodin, puisqu'en fait, il met l'accent sur la dimension matérielle, sur la dimension formelle de ces objets du quotidien, au détriment peut-être de l'étude de la dimension immatérielle, des rites et rituels sociaux dont il témoigne, donc au détriment peut-être d'une approche qui est portée au même moment par Arnold van Gennep, qui est donc cette approche folkloriste. L'idée, cette conception d'art populaire, elle est étroitement défendue, soutenue par un historien de l'art qui est Henri Faucillon, qui, en parlant d'art populaire, vient d'une certaine manière inclure ces objets du quotidien dans l'art et étendre le champ de l'art à des productions qui étaient jusqu'à là exclues de ce champ intellectuel, de cette catégorie intellectuelle. Cette notion d'art populaire, on peut la considérer réductrice dans la mesure où, comme je vous l'ai dit, on met de côté toute une partie immatérielle de ces productions, mais en même temps, je trouve qu'elle offre un intérêt central pour notre proposition sur le canon, parce qu'en incluant dans l'art des objets qui en fait ne relèvent pas d'un travail forcément d'artiste, d'objets qui jusqu'à présent n'étaient pas exposés dans les musées, Henri Faucillon et ses contemporains viennent poser la question de la définition de ce qu'est art et de l'extension de la catégorie beaux-arts, et donc de l'extension de cette idée de canon. En même temps, à partir du moment où on considère qu'un épi de fêtage, il peut être art comme finalement la Joconde, on introduit de nouvelles manières de regarder les objets, puisque si on peut regarder cet épi de fêtage dans une dimension esthétique, mais également dans une dimension fonctionnelle, on peut peut-être aussi regarder un tableau d'église, non plus seulement dans sa dimension formelle, mais également dans la question de son usage. Alors jusqu'à présent, je n'ai pas vraiment défini ce que c'était que l'art populaire, et en fait, ça fait 2 mois qu'on se pose la question. On ne résoudra pas cette question durant cette table ronde, ce qui est bien normal parce que, en fait, des années 20 aux années 80, de grands historiens de l'art et conservateurs se sont posés cette question. Je vous ai mis quelques jalons. À gauche, le compte-rendu du premier congrès sur l'art populaire qui a lieu à Prague en 1928, avec une introduction par Henri Faucillon. Au milieu, l'affiche d'une exposition au MNATP, Trésor d'art populaire dans les pays de France,
avec un texte de Georges-Henri Rivière qui cherche à définir ce champ intellectuel. Et puis à droite, Jean Cuisenier, ce conservateur du MNATP, qui fait la synthèse, disons, de toutes ces réflexions en 1975 dans un ouvrage consacré à cette notion. Alors, Georges-Henri Rivière comme Jean Cuisenier, ils en arrivent tous à la même conclusion. L'art populaire ne peut pas être défini en tant que tel, il est finalement défini par la négative. L'art populaire, il n'est pas opposé à l'art savant. L'art populaire n'est pas seulement un art d'artisan, ce n'est pas seulement un art d'anonyme. Donc, la conclusion de Jean Cuisenier en 1975, c'est de dire c'est avant tout une catégorie intellectuelle. D'ailleurs, il s'appuie en fait sur Kant et la critique de la faculté de juger, donc cette idée que ce qui fait art, c'est avant tout un jugement qu'on porte sur l'art, et donc là, on est assez proche de l'idée de canon, hein. Ce qui légitime des œuvres d'art et des objets de la production, des productions humaines, c'est avant tout le regard qu'on porte sur ces productions humaines. Et finalement, cette définition trouble, elle est venue nous intéresser, comme je vous l'ai dit, en ce qu'elle interrogeait ce qu'étaient beaux-arts, ce qui relevait des beaux-arts, ce qui relevait des arts appliqués, ce qui relevait des arts savants, ce qui relevait des arts populaires, mais également parce que cette notion d'art populaire et son caractère trouble pose la question du rôle des structures institutionnelles dans la formation des catégories artistiques et donc d'un canon. Puisque finalement, la catégorie d'art populaire, elle naît de la création institutionnelle qui est les ATP. Si on n'avait pas créé les ATP en 1937, finalement, cette catégorie intellectuelle et ce champ d'études, ce corpus n'aurait pas existé. Et donc là, je pense qu'on a vraiment quelque chose qui s'articule finement avec cette idée de canon, puisque l'art populaire, est-ce qu'il ne vient pas reconduire, est-ce qu'il étend le canon des beaux-arts ou est-ce qu'il vient reconduire un canon, puisque c'est à la fois une structure intellectuelle et un champ d'études. Et donc ce qu'on va essayer de vous montrer à présent, c'est l'ambivalence de cette notion qui vient critiquer le canon des beaux-arts en étendant la définition de l'art à un large spectre d'objets populaires. Et en même temps, cette notion d'art populaire, elle est vraiment ambivalente parce qu'elle vient reconduire des concepts issus du système des beaux-arts, des concepts structurants pour le canon, comme par exemple l'idée de chef-d'œuvre, de trésor, etc. Et donc je passe la parole à Enguerrand qui va vous montrer comment l'art populaire étend de manière très large cette notion d'art. Donc avec un premier cas d'étude qui est l'exposition conduite par le musée, le musée des arts et traditions populaires. Au départ, ils n'ont pas vraiment de lieu d'exposition. Donc ils vont venir leur première exposition, elle est au pavillon de Marsan, donc aux arts décoratifs. Et c'est une exposition intitulée Potiers et imagiers de France. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette première exposition, donc ici sur la poterie, la céramique traditionnelle française, les exemplaires, les objets qui vont être présentés, c'est pas du tout des objets représentatifs de la culture matérielle populaire française. C'est vraiment des objets exceptionnels qui représentent pas du tout, qui sont des objets en fait collectés sur le terrain, mais aussi acquis par des collectionneurs qui sont des historiens de l'art, type Georges Salle, David Veil, Charles Raton. C'est des historiens de l'art, des esthètes qui ont un regard esthétique sur les objets, qui vont donner ces céramiques au musée, qui va ensuite être exposé. Donc on voit qu'on étend la catégorie, le canon avec l'art populaire, mais en même temps on garde des principes qui sont très esthétiques, qui ont un regard esthétique sur les objets. Rien qu'en termes de muséographie aussi, la muséographie de l'exposition, on voit qu'il y a une sorte de volonté de mise en scène de ces objets, de créer un rythme de présentation dans la vitrine qui est loin en fait aussi de la présentation ethnographique de ces objets. Est-ce que j'ai tout dit sur ça ? Ah non, j'ai pas dit, pardon. Je suis en impro là. Georges-Henri Rivière, il va en parler en fait de cette exposition comme de la première consécration de l'art populaire en France. Donc c'est vraiment une exposition qui fait date parce que c'est la première exposition qui va montrer en plus au pavillon de Marsan, donc au Louvre, l'art populaire dans ce qu'il a de plus noble en quelque sorte. Donc là encore, on voit une confrontation entre art savant, art populaire. Et comme la frontière peut être floue entre les deux.
Ensuite, pendant le milieu du XXe siècle, un des grands enjeux du Musée des Arts et Traditions Populaires, ça va être d'étendre la notion de canon en s'intéressant à la culture rurale, à la culture traditionnelle. On est à un moment en France où la société industrielle, la société de consommation est en train de prendre le dessus, et il y a tout un patrimoine traditionnel, un patrimoine rural qui est en train de se perdre, et Georges-Henri Rivière et les agents, les ethnologues, les historiens du Musée des Arts et Traditions Populaires vont avoir pour mission d'archiver cette culture traditionnelle avant qu'elle ne se perde. Et heureusement qu'ils l'ont fait, parce qu'il s'avère qu'elle s'est perdue. Et donc, il va y avoir tout un enjeu, en fait, et notamment dans le cadre des chantiers intellectuels entre 41 et 46, donc sous la France de Vichy, d'aller sur le terrain pour collecter le plus de données possible sur cette culture populaire qui est en train de disparaître. Il va y avoir des centaines d'architectes, d'artistes qui vont venir archiver les données, en fait, étudier les meubles, étudier les intérieurs, les dessiner. Certains meubles seront acquis, mais vraiment l'enjeu de ce moment, c'est vraiment de créer une base de données importante, une base de données d'archives qui permettent de garder la mémoire de ces objets. Ce type de collecte, donc c'était des collectes qui avaient trait par exemple à l'architecture rurale, au mobilier domestique, au savoir traditionnel. Elles vont conduire ensuite à des expositions, notamment l'exposition de 1953 intitulée Objets domestiques. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que cette exposition, elle se fait en parallèle du Salon des Arts Ménagers. Le Salon des Arts Ménagers, c'était un grand temple de la consommation à Paris, qui avait lieu au Grand Palais, où il y avait tous les nouveaux meubles, les nouveaux objets en plastique, le nouveau mobilier de l'intérieur domestique qui arrivait dans une société de consommation qui était en train de naître. Et en opposition, en réaction à ce Salon des Arts Ménagers qui transforme les intérieurs domestiques, qui transforme les manières de consommer, le musée des ATP il présente une exposition d'objets domestiques traditionnels, classés de manière typologique, qui montre là encore la diversité des formes, la diversité des usages qui se sont oubliés, qui se sont perdus face à la standardisation, mais qui classe ces objets de manière typologique. Donc on a la vitrine de l'eau, la vitrine de l'alimentation, la vitrine de la cuisson. Et en même temps, donc à travers ces photos d'archives, on voit qu'il y a des artistes de l'école Estienne qui viennent dessiner les objets et leurs formes un peu étonnantes. C'est des formes qui sont oubliées en fait, et on fait le lien en fait aussi avec la période contemporaine, l'artisanat contemporain, et comment des objets oubliés, des objets un peu dépassés peuvent être source d'inspiration à travers ces formes inédites. Alors, à travers cet exemple des objets domestiques et du mobilier traditionnel, Enguerrand, il a montré comment ce champ de l'art et de l'art populaire, il s'étendait à toute une série d'objets du quotidien. Et Jean Cuisonnier, toujours, en 1980, à l'occasion de l'année du patrimoine, s'interroge sur l'extension maximale de ce champ d'études. Je ne vais pas lire dans l'intégralité la citation, mais je pense que les premières lignes et les dernières sont intéressantes. Donc il dit « Car plus la conscience s'élargit et s'affine que les œuvres d'art et de tradition populaire nécessitent d'être traitées comme des biens patrimoniaux, donc extension du canon, plus aussi la masse des biens à sauvegarder grandit en nombre et en variété. Le coffre du Queyras, bien évidemment, mais pourquoi pas le joug du terroir et le faux avec son couffin, excusez-moi. Et à quoi bon conserver tout cet outillage si l'on ignore comment s'en sert? N'est-il pas mieux d'enquêter aujourd'hui sur les derniers détenteurs de ces savoirs et ces techniques? Et est-ce que l'artisan et le commerçant, l'ouvrier mineur et le maître fondeur ne sont pas aussi dignes du même regard? Ce que montre Jean Cuisonnier, c'est qu'il y a des objets qui sont évidemment art populaire par leur caractère exceptionnel, par leur beauté, comme c'est le cas avec le coffre du Queyras, et d'autres qui le sont moins, et notamment les objets du quotidien et des objets qui nous sont proches, notamment dans le contexte urbain. Très rapidement, pour vous montrer l'extension maximale de ce champ et donc du canon
de cette notion d'art, 2 cas d'études, la question du monde ouvrier et donc du monde contemporain, avec tout un ensemble sur les mineurs qui sont intégrés au musée dès les années 40. Et puis, dans les années 1960, on commence à s'intéresser à la rue, avec des collectes autour des boutiques, jusqu'au graphe, en fait, dans les années 90. Donc là, on a vraiment une extension maximale de ce qui pourrait être art, puisque finalement, la lampe de mineur, comme le graphe, sont qualifiés d'art, ce qui va de pair, et c'est important pour nous, avec une dimension profondément sociale de ces collections, puisque ce sont vraiment des objets quotidiens, des classes populaires qui peuvent rentrer au musée et qui peuvent devenir art. Et d'ailleurs, Georges-Henri Rivière parlait du Louvre du peuple, hein, donc c'est vraiment l'idée de donner une dignité à des objets du quotidien. Donc cette extension d'une certaine manière du champ de ce spectre de références artistiques, il implique d'une certaine manière une dilution du canon, puisque plus il y a de références, moins les références sont contraignantes, moins elles sont puissantes, et plus on propose des références qui peuvent également parler à toutes les classes sociales. Et de cette manière, je trouve que étendre le canon participe à le critiquer. Ce qui participe également à le critiquer, c'est des muséologies, des muséographies innovantes. Et donc, je passe la parole sur ce point à Enguerrand. Et juste pour revenir sur la question du graphe et cette extension du canon, il faut se remettre à la fin du XXe siècle, au moment où les ATP vont s'intéresser à la culture urbaine, c'était vraiment de l'inédit, quoi. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, au MUSEM, donc vu qu'on a récupéré ces collections, on a des collections de référence en termes de graphes, qui est devenu à la mode. Mais à l'époque, le fait qu'un musée national s'intéresse à ce sujet-là, c'était quelque chose d'improbable. Donc c'est intéressant de voir aussi comme c'est l'institution qui va en quelque sorte participer à la création d'un canon et participer à la valorisation de ce type d'objet. Donc, en effet, donc, le musée des arts et traditions populaires, il ouvre dans le bâtiment du Buisson, donc au Bois de Boulogne, dont je vous parlais tout à l'heure, en 2 étapes. Il va y avoir 2 galeries qui vont faire partie de ce musée. D'un côté, la galerie d'études, qui est une sorte de grande galerie, une sorte de grande réserve où les objets sont classés par typologie d'objets, conçue comme une réserve visitable dédiée en premier lieu aux chercheurs. À côté de cette galerie, il va y avoir un deuxième espace qui s'appelle la galerie culturelle, qui est présenté ici, dont le plan est présenté ici, qui est conçu comme une synthèse des arts et traditions français, une synthèse de la société française essentiellement pré-industrielle, mais pas que. Et en fait, là, contrairement aux musées de beaux-arts qui peuvent s'inscrire dans des galeries typologiques, la galerie des sculptures, la galerie des peintures, la muséologie, ici, elle va venir impliquer de nouvelles catégories, d'autres modes de présentation qui impliquent donc une remise en question de ces catégories artistiques. Il va y avoir des vitrines qui vont faire date et qui vont faire dialoguer les objets ensemble. Là, c'est la vitrine du berceau à la tombe, qui en fait c'est une photo de la reconstitution de la vitrine dans une expo au Palais de Tokyo dont j'ai oublié le nom. C'est pas la vitrine en soi, mais il y avait une expo au Palais de Tokyo il y a quelques années qui avait reconstitué la vitrine du berceau à la tombe, qui montre là encore que c'est des problématiques qui intéressent le monde de l'art contemporain. Et donc c'est une approche thématique qui va venir faire dialoguer les objets ensemble, faisant fi des catégories artistiques, mais s'intéressant à l'usage des objets, et à les rapprocher ensemble pour créer aussi des nouveaux dialogues. Et c'est quelque chose qui va nous intéresser dans la suite de cette présentation, comment la confrontation d'objets, en faisant fi des catégories artistiques traditionnelles, va pouvoir apporter des nouveaux modes de lecture, des nouvelles manières de les présenter, de les médiatiser, de faire médiation autour de ces objets. Et peut-être sur la galerie... Oui, merci. Sur la galerie culturelle, on a beaucoup regardé en fait les photographies d'archives de cette galerie culturelle qui est devenue iconique en préparant cette table ronde. Et ce qui m'a frappée, c'est qu'en fait, il y a des peintures, des sculptures de ce qui relève traditionnellement des beaux-arts dans cette galerie culturelle.
mais que ces œuvres d'art, elles n'étaient pas forcément présentées pour leur dimension, leur qualité esthétique, mais pour venir ouvrir une thématique, pour venir illustrer un fait social. Et on se retrouve avec tout un corpus d'œuvres d'art, et notamment de peinture, qui avaient plus ou moins échappé à un moment à l'histoire de l'art, parce qu'elles ne relevaient pas forcément d'un dialogue moderniste, d'un discours moderniste sur l'histoire de l'art du 19e et du 20e siècle. Et je voudrais, pour cela, vous présenter un exemple, qui est une toile d'Adolphe Pierre Leleu, Jour de fête en Cornouailles, de 1864. Adolphe Pierre Leleu, qui est un peintre autodidacte qui traite des scènes rurales en Picardie, en Bretagne ou plus tard en Algérie, et qui représente ici un pardon breton avec une scène de lutte bretonne. Cette œuvre, elle était, comme je vous l'ai montré à droite avec cette photographie de la galerie culturelle, elle a été présentée à l'introduction pour ouvrir la section jeux de la galerie culturelle, donc pour illustrer ce fait social qui est la lutte bretonne. Et en même temps, aujourd'hui, je trouve qu'on peut regarder cette œuvre différemment en disant pas seulement que c'est une illustration, mais que cette œuvre, elle vient témoigner d'une histoire du goût au XIXe siècle, puisque Leleu, qui est peu présent dans les collections françaises, c'était un artiste qui était apprécié à l'époque pour les scènes rurales et folkloriques. Donc ça montre qu'il y a une tendance dans l'art du XIXe siècle qui est une tendance, disons, un intérêt pour ces scènes pré-folkloriques, pour ces hommes du peuple. Et par le biais des collections d'estampes du Mucem, on se rend compte que ces images développées par Pierre Leleu, elles étaient largement diffusées dans la société française. Donc je vous ai mis ici à gauche une œuvre qui est à Quimper, qui n'est pas dans nos collections, des moissonneurs en Bretagne, mais à droite une estampe de nos collections qui reprend en fait la toile de Pierre Leleu. Et donc on voit qu'il y a toute une série d'artistes qui sont populaires dans le sens où ils ont répondu à un goût de l'époque, à un goût large, qui se retrouvent diffusés très largement dans la société par le biais de l'imagerie populaire. Et donc ces fonds qu'on retrouve en étudiant la galerie culturelle et qui ont été collectés pour leur intérêt avant tout illustratif, pour des historiens de l'art aujourd'hui et pour des gens comme Enguerrand et moi qui avons une formation d'historien de l'art et pas d'ethnologue, ils nous intéressent aussi puisqu'ils permettent de faire une culture visuelle du 19e siècle et donc de dépasser une approche seulement esthétique et formaliste de l'histoire de l'art. Alors, je te passe la parole. Oui. Donc maintenant, on termine avec cette histoire des collections, avec les ambivalences des arts et traditions populaires. Avec une petite citation de Georges-Henri Rivière qui vient bien résumer le propos et cette ambivalence. Dans un article de 31, il y avait une grosse revue, les cahiers, c'est les cahiers d'art, je crois. J'ai peur de dire des bêtises. Bref, il y avait une grosse revue en 31 sur l'avenir des musées, en quelque sorte. Georges-Henri Rivière y participe et se demande: un musée de chefs-d'œuvre, je n'en serais que plutôt libre pour aller au Vélodrome d'hiver. Un ethnographe frémissé collectionneur traite avec une égale considération les objets courants et les objets exceptionnels. Et en fait, ce terme de chef-d'œuvre, il est intéressant ici parce que déjà, donc, il intéresse Georges-Henri Rivière au moment où il est en train de penser dans les années 30 le futur musée des arts et traditions populaires. Mais il est intéressant aussi parce qu'en fait, un chef-d'œuvre, c'est aussi un chef-d'œuvre de compagnon, un des objets importants de nos collections et qui témoigne en fait du savoir-faire très important des compagnons, donc ici d'un forgeron. Alors, j'en suis où ? Ouais. Et en fait, ce chef-d'œuvre, Georges-Henri Rivière va vouloir l'utiliser comme l'emblème du musée des arts et traditions populaires, dans une volonté aussi de réfléchir justement à cette question de chef-d'œuvre. Qu'est-ce qui fait chef-d'œuvre ? Est-ce que c'est l'artiste, les compétences de l'artisan, les savoir-faire ? Donc c'est une enseigne de Maréchal Ferrand d'ailleurs. Je vous ai dit, c'est pas du tout de forgeron, de Maréchal Ferrand. Et bref, voilà, il y a une ambivalence sur cette notion de chef-d'œuvre qui critique, mais qu'en même temps qui va utiliser, mais pour mieux la questionner. Et c'est un peu le même enjeu qu'il va y avoir juste avant l'ouverture des ATP, du bâtiment de Dubuisson, dans les années 70. Le musée des ATP va acquérir un pichet de Pablo Picasso, donc le maître absolu de l'art du XXe siècle, avec énormément de guillemets, mais représentatif de l'artiste et du génie, là encore avec énormément de guillemets, de l'artiste.
Et cet artiste, il va être confronté à une vitrine qui s'appelle De la terre au pot, qui revenait sur l'artisanat en fait et les techniques traditionnelles de céramique dans la France. Et en fait, pour mettre sur le même plan à la fois le maître de l'art et les artisans potiers de Valoris ici. Sachant que Pablo Picasso avait fait ce pichet à Valoris aussi, donc en Provence, un grand centre de la production de céramique en France. Et en fait, il y a toute une réflexion, donc dans la continuité de cette réflexion sur la place du chef-d'œuvre, une réflexion sur le statut de l'artiste en fait. Est-ce qu'on regarde un objet fait par un artiste, fait par un artisan ? Comment est-ce qu'on va qualifier l'auteur de ces objets ? Il y avait une exposition très intéressante au Mucem il y a 2 ans sur en fait, la plupart des objets, enfin énormément des objets d'art populaire sont signés. Donc il y a des noms derrière ces objets et souvent en fait dans les catalogues, dans les expos, il y a anonyme, pot, pichet, un peu comme j'ai fait là. Ça se trouve ce pot, il est signé en fait. Et souvent en fait il y a le nom de l'artisan derrière. Donc bref, ça intéresse le musée des arts et traditions populaires et ça nous intéresse aujourd'hui, cette ambivalence qu'il peut y avoir et cette manière de regarder différemment selon qu'on est ethnologue, historien de l'art, un objet et qualifier ou non le créateur d'artiste ou d'artisan. Et en même temps, même si Georges-Henri Rivière, il est très nuancé, très prudent dans sa manière d'aborder les catégories esthétiques, notamment avec cette question du chef-d'œuvre, en se penchant plus longuement sur les catalogues, sur la muséographie, on s'est rendu compte avec Enguerrand que finalement, Georges-Henri Rivière, il reprenait toute une série de vocabulaires qui relevaient en fait du système des beaux-arts et donc de la manière dont le canon fonctionne. Il parle, on l'a dit, de chefs-d'œuvre, il parle de trésors, et en fait, très régulièrement, dans les publications, reviennent les mêmes objets qui sont considérés comme des icônes de l'art populaire, comme exemplaires. Donc là, on vous avait mis la couverture du guide des ATP, et on voit 4 objets qu'on retrouve partout, en fait, dès qu'on parle d'art populaire, que sont un Saint-Pierre de Saintonge, un masque de carnaval en osier, un épi de fêtage en céramique et cette fontaine de propreté dont Margot vous parlera par la suite. Et donc, voilà, il y a une volonté de ne pas parler d'œuvres d'art, de dépasser ces catégories. Et en même temps, d'une certaine manière, Georges-Henri Rivière et les ATP participent à la création d'un autre canon, d'un autre système de référence qui serait le système de référence art et tradition populaire avec ses maîtres, ses chefs-d'œuvre, ses trésors, etc. Donc il y a une vraie ambivalence duquel on n'arrive pas qu'on n'arrive pas à démêler, mais en même temps qui nous intéresse dans son ambivalence et c'est son caractère trouble qui nous nourrit aujourd'hui. Et donc, transition vers le contemporain parce que c'est vraiment des questions qu'on se pose tous les 3 au quotidien sur la manière dont on peut s'inscrire dans cette histoire ambivalente, comment on peut jouer avec cette ambivalence et comment aussi les artistes contemporains pratiquent d'une certaine manière aussi ce regard ambivalent. Et on va commencer par vous parler d'expositions qui permettent de mettre en scène ces différents regards entre art, ethnologie et art populaire et montrer comment les images circulent de manière déhiérarchisée dans la société. Donc avec un premier cas d'étude consacré à l'exposition Folklore, qui est une exposition qui nous a tous les trois beaucoup nourris et intéressés. C'était une exposition qui a ouvert en 2020, que peu de personnes ont vu parce que c'était l'année sombre du déconfinement. Et qui était donc un co-commissariat entre Marie-Charlotte Calafa, qui est conservatrice au Mucem, et Jean-Marie Gallet, qui à l'époque était conservateur au Centre Pompidou-Metz. Donc une coproduction entre 2 institutions, dont le but en fait était de montrer, donc en reprenant ce terme de folklore dont je vous ai parlé tout à l'heure, de montrer l'influence que les arts et traditions populaires, que le folklore, les savoir-faire traditionnels, les croyances populaires ont pu avoir sur l'art moderne et l'art contemporain. Donc dans une volonté en fait de vraiment mettre en dialogue artistes modernes, en gros de Sérusier à nos jours, et les collections du Mucem, donc les collections d'art et tradition populaire et les collections du Centre Pompidou. Il y avait de très belles vues de parties de l'exposition, donc qui venaient vraiment mettre en dialogue ces objets. Donc ici un lit clos
breton, qui est là aussi un des chefs-d'œuvre avec des guillemets de nos collections, qui était mis en lit clos avec le costume traditionnel breton, mais également avec des œuvres de Gauguin, avec des œuvres de Sérusier, pour montrer en fait comment tout ce répertoire de formes pouvait intéresser les artistes, et dans une manière vraiment dans une approche transdisciplinaire, de mettre en lien artistes, ethnologues, artisans, art populaire, tous ces termes dont on vous parle depuis tout à l'heure, qui en fait témoignent d'une culture commune, d'une culture visuelle extrêmement proche, et qui, quand ils sont mis en lien, créent des nouvelles pistes de réflexion, en sortant en fait du schéma on va les présenter juste par d'un côté le mobilier, d'un côté les beaux-arts dits savants. Ici, il y a une autre vue de l'exposition avec donc cette porte de ferme roumaine que vous voyez là sur la photo de gauche. C'est une porte de ferme traditionnelle roumaine qui était présentée à l'exposition internationale de 1937, qui a ensuite été donnée, donc c'était le pavillon de la Roumanie qui l'a présentée, puisque l'art du bois en Roumanie est extrêmement présent, l'artisanat du bois est extrêmement présent, important, qui a ensuite été donné au Musée de l'Homme. Et donc, comme on a récupéré le fonds européen du Musée de l'Homme, aujourd'hui, cette porte roumaine est au Mucem. Et elle était mise en dialogue, en fait, avec des œuvres de Brancusi, un artiste roumain, lui aussi, qui s'inspire, en fait, qui a une démarche extrêmement radicale et novatrice à l'époque, mais dont les sources sont dans l'art populaire. Et donc là, encore, on exposait, on confrontait des objets qui, d'habitude, n'étaient pas présentés ensemble, mais ensemble qui font sens et qui apportent de nouvelles pistes de réflexion. Avec également, il y avait des artistes contemporains comme l'artiste Mircea Cantor, qui lui aussi est un artiste roumain qui travaille le bois, qui travaille l'artisanat du bois et qui revendique cette influence de l'art populaire. Donc il y a, voilà, c'est aussi une volonté de montrer comment aussi l'artiste, et particulièrement dans l'art contemporain, l'artiste peut se faire ethnologue et apporter des connaissances sur les savoir-faire, sur les traditions populaires, qui ne sont pas justement juste le fait de scientifiques dits ethnologues. Il y a aussi les artistes qui apportent des connaissances sur l'art populaire. Et je voulais prendre l'exemple de la pratique d'un artiste avec qui on a préparé un projet d'exposition en 2018 qui s'appelle Jules Lagrange, qui est un artiste donc originaire de Franche-Comté, mais qui est basé actuellement à Bruxelles, et donc avec qui, donc dans le cadre d'un collectif de commissaires dont je fais partie, on avait organisé une expo en 2018 et dont on suit le travail depuis. Et je trouvais que la pratique de Jules Lagrange, elle était très intéressante pour rebondir sur tout ce que vous avez dit et pour nourrir en fait, pour illustrer plutôt cet intérêt de certains artistes contemporains pour les savoir-faire et les pratiques artisanales. Et donc Jules travaille beaucoup le bois, comme c'est palpable dans ces trois travaux. Et je pense que lui, la culture et le savoir-faire populaire, le travail du bois, le temps long du travail du bois est vraiment quelque chose qui l'intéresse. Et on le sent très bien dans donc, ce corpus. Il a travaillé tout un ensemble de boîtes qui sont des objets un peu ambigus en fait, entre le reliquaire, la boîte. Certaines de ces boîtes intègrent même des cartes postales. Donc du coup, il y a vraiment un travail sur les différents plans de ce que peut être l'objet populaire et en même temps dont la fonction semble nous échapper. Et puis plus récemment, pour sa participation au Salon de Montrouge, dans l'image du milieu, il a travaillé sur un ensemble de marionnettes. Donc là aussi avec des sources très hétérogènes, puisque le désespoir d'Anubis, enfin, il y a aussi une inspiration dans la mythologie égyptienne. Donc c'est un peu très très mixte et composite en termes de sources. Et enfin dans cette notion d'abstraction magique, dans la troisième pièce la plus à droite, là on est là aussi dans différents plans en fait qui viennent se superposer. En tout cas, Jules, dans l'état de nos discussions et quand on a préparé cette exposition ensemble en 2018 et puis dans la suite de nos échanges, c'est vraiment un artiste qui assume et qui déclare, qui se nourrit des savoir-faire dits populaires. Et il me parlait de sa fascination pour les chaises provençales. Et voilà, et je pense que ça serait vraiment chouette qu'il vienne visiter vos réserves. Il est censé venir. C'est un rendez-vous qui doit être pris. Et en tout cas, je trouvais intéressant de voir
enfin que c'est très palpable dans sa pratique, je trouve que dans sa pratique, on sent bien comment ces différents plans peuvent se rencontrer en fait et voilà et créer. Enfin voilà, et comment est-ce qu'il peut y avoir une inspiration, un ressourcement dans ces techniques et dans le travail du bois. Un autre cas d'étude qui nous intéresse et qui va être la future actualité du MUSEM, donc en lien avec l'exposition folklore que je vous présentais tout à l'heure. On est en train de repenser l'espace semi-permanent du MUSEM et on va faire une exposition qui pour l'instant s'appelle, notre titre de travail pour l'instant c'est Images de la Méditerranée, qui va venir en fait faire l'histoire des collections du MUSEM et l'histoire du regard porté sur la Méditerranée et qui, dans la veine de cette exposition folklore dont je vous parlais, va mettre en lien des objets de l'art savant, de l'art dit savant, de l'art populaire, de l'imagerie populaire et confronter tout ça. Donc on va vous le présenter, c'est toujours un travail qui est en cours puisque l'exposition va ouvrir en juin 2024. Mais l'idée, ça va vraiment être de confronter ces imaginaires avec, je vous le dis de manière très schématique, d'un côté, un imaginaire plus lié à l'Antiquité, la Méditerranée antique, la Méditerranée classique, et de l'autre, la Méditerranée plus orientalisante, plus fantasmée et rurale. Et donc, dans cette première partie de Méditerranée antique, notre enjeu, ça va être aussi de montrer comment, entre art savant, art populaire, en fait, il n'y a pas une distinction du tout. Et il y a des répertoires communs. Ici, avec donc des dessins de Coulon. Coulon, c'est un peintre de devanture que l'on a dont on a le fond d'atelier dans les collections. Et en fait, ces dessins, ils témoignent, il a beau être catégorisé dans l'art populaire, être issu des collections du Musée national des arts et traditions populaires, sa formation, elle est directement liée aux catégories dites savantes, au dessin sur le modèle, à l'apprentissage sur le modèle, avec des grandes références de l'Antiquité dite classique, ici donc le Laocoon, la Vénus de Cherchel, qui va venir dessiner, dont il va s'inspirer. Et donc là encore, une volonté de montrer comme les frontières peuvent être floues et comme en fait il peut y avoir une continuité entre art savant, art populaire et des liens entre les deux. Il y aura également une volonté de montrer qu'en fait il y a un imaginaire commun dans une volonté un peu radicale de confronter des chefs-d'œuvre des beaux-arts avec de l'imagerie populaire. Donc ici en haut à gauche des œuvres de Panini, donc ce grand peintre du Grand Tour qui va venir représenter la Méditerranée, ses ruines, les restes de cette antiquité classique. Et après, en fait, on montre comme ce type de regard va venir se diffuser dans l'art populaire à travers des cartes réclames. Donc, c'est ces publicités qui étaient diffusées par exemple, dans la nourriture, en fait, quand on achetait de la purée ou du café ou du chocolat, on avait ces cartes réclames. Donc, c'est vraiment une imagerie extrêmement populaire qui se diffuse en masse et en fait qui reprend des modèles issus de l'art savant. Il y a également donc ces maquettes en liège qui sont des souvenirs de touristes en fait qui sont dans nos collections aujourd'hui, des estampes, donc vraiment la diffusion d'un imaginaire commun qui est extrêmement proche entre les artistes, les artisans, l'art populaire et la société de tourisme de consommation. Et peut-être pour compléter juste sur ces deux maquettes, ce qui était intéressant pour nous, c'était aussi la question de la continuité technique entre des productions dites savantes et des productions dites populaires, puisque à gauche, en bas à gauche, vous avez une maquette en liège fabriquée à Naples, qui est qu'on essaye d'emprunter, de demander en dépôt aux Beaux-Arts. Donc si vous voulez faire du lobbying, allez-y. Et qui en fait est vraiment un souvenir destiné aux aristocrates du Grand Tour, donc fin 18e. Et puis à droite, beaucoup plus récente, deuxième moitié 20e siècle, une crèche napolitaine. Donc l'usage est complètement différent, mais l'iconographie, vous le voyez, est très proche. Et surtout, on est au même endroit et on est sur les mêmes techniques de fabrication. Donc en fait, là, en termes de pratique, de savoir-faire, encore une fois, on a une vraie continuité, à la fois temporelle, disons, et en termes de classe sociale, puisque c'est des objets qui ont la même iconographie et les mêmes techniques, mais qui sont destinés à des classes sociales différentes, à plusieurs siècles d'intervalle.
Et toujours, donc là c'est plus pour le jeu en fait, on continue dans cette diffusion d'imagerie populaire à travers, on a un fonds important de cartes postales, un fonds qui s'appelle le fonds Souris du nom de son collectionneur, qui montre là encore donc c'est cette culture populaire française du 19e, du tournant du siècle, avec ici des cartes postales qui montrent des culturistes reprendre la pose des chefs-d'œuvre de l'Antiquité. Génial, pardon je t'interromps, mais c'est un exemple. On est plutôt fiers de cette slide. Il performe la volant du belvédère, j'adore. Et un autre enjeu de cette exposition, ça sera de montrer le lien et ce regard commun qu'il peut y avoir chez des artistes et chez des ethnologues. Donc à droite, une photographie de quelqu'un qui est considéré comme un artiste, Frédéric Boissonnat, qui est un artiste suisse du début du XXe siècle, qui va partir sur le terrain, prendre en photo des Grecs au milieu des ruines de l'Antiquité gréco-romaine. Et à droite, des photos d'un couple d'ethnologues qui s'appelle Jacqueline et René Bénézé, donc un couple d'ethnologues du Musée de l'Homme. Donc vous l'avez compris, le Musée de l'Homme dont on est l'héritier pour ce fonds Europe, et qui montre à travers chacun différents prismes, donc d'un côté un artiste, de l'autre un couple d'ethnologues, qui montre un regard commun qui associe les Bénézés, c'est des spécialistes du costume traditionnel, donc ils vont venir prendre en photo, en dessin et collecter le costume traditionnel grec, mais qu'ils associent à ces ruines de l'Antiquité, donc un imaginaire antique qui est commun. Donc là encore, une volonté de montrer comme la frontière peut être floue entre les différentes catégories, entre les différentes disciplines. Alors on passe à ce qui sera la deuxième partie de notre exposition, qui s'attache avant tout aux rives sud de la Méditerranée et au regard colonial, enfin au regard que portent les Européens sur ces territoires considérés comme intouchés, authentiques, et à l'écart, disons, de la modernité. Et l'objectif de cette partie, c'est vraiment d'opérer une déconstruction de la fabrique du regard et de montrer comment, entre beaux-arts et l'art populaire, il y a la formation d'un imaginaire colonial au XIXe siècle et au XXe siècle. Pour déconstruire cet imaginaire, on s'appuie encore une fois sur la confrontation de différents types d'imagerie en déhiérarchisant d'une certaine manière ces différentes productions humaines dans une logique aussi en fait de culture visuelle. Considérer qu'un chef-d'œuvre c'est aussi intéressant pour l'histoire des représentations qu'une carte réclame, quoi. Avec un cas d'étude que je vous présenterai ici qui est un type qui est le type de l'Ouled Naïl. Alors les Ouled Naïls, à l'origine, c'est une population du pré-Sahara, près de Boussaada et de Biskra en Algérie, qui est une région relativement éloignée des aménagements coloniaux, qui a été colonisée plus tardivement et qui a donc été considérée pour les touristes comme pour les ethnologues comme un territoire plus authentique à l'écart de cette modernité. Parmi cette population des Ouled Naïls, il y a notamment donc ces femmes qui sont très représentatives par leurs costumes et notamment par leur parure avec leurs bijoux de tête. Et puis surtout, notamment à Biskra, à Boussaada, excusez-moi, il y a toute une série de filles publiques, en fait, de prostituées, qui, à partir notamment de la colonisation, endossent ce costume traditionnel et viennent danser pour les Européens. Et peu à peu, dans l'imaginaire populaire comme dans l'ethnologie, cette fille des Ouled Naïls, elle devient un type qui est le type de la danseuse arabe. D'ailleurs, on ne parle plus d'Ouled Naïls pour une population, mais d'une Ouled Naïl pour désigner cette danseuse. Ce qui nous intéressait, c'était qu'on a vu ce type d'Ouled Naïl dans une vitrine de la galerie anthropologique du Musée de l'Homme, que vous voyez ici. Et on est revenu en arrière, donc cette vitrine elle date des années 30, pour montrer comment cet imaginaire se construit par la confrontation de différents types d'objets. Les artistes, notamment, participent à la création de ce type, comme ici Marius de Buzon, artiste français qui est notamment formé en Algérie au début du XXe siècle dans ce qui devient la Villa Médicis algérienne, qui est la Villa Abdeltif. Donc cette image, elle est formée, construite par les artistes, diffusée par le biais de la statuaire et notamment de la statuette dans une classe sociale moyenne, dans une petite bourgeoisie,
comme on peut le voir ici avec cette danseuse Ouled Naïl de Pierre-Marie Poisson. Alors ça, vous en trouvez partout en vente, c'est comme en fait des statuettes de Barye, hein, donc elles sont diffusées largement dans la société. Et puis cette imagerie, elle est diffusée dans une classe sociale plus basse encore, dans une classe plus populaire, par le biais de ces cartes postales qu'on a en nombre dans la collection. Et encore, dans ce phénomène d'aller-retour, cette imagerie, elle participe d'une attraction territoriale, d'une attraction touristique pour ces zones, comme vous pouvez le voir avec une affiche de nos collections d'une Ouled Naïl à Biskra à droite. Donc là, en fait, on a vraiment, à travers la confrontation d'objets d'une très grande variété, la construction d'un imaginaire et d'un type social. Et plus rapidement, pour finir cet exemple-là, on voulait évoquer la question des savoir-faire, parce que jusqu'à présent, on a beaucoup parlé d'art populaire en parlant d'objets, ce qui d'ailleurs est lié, comme je l'ai dit en introduction, à cette définition de l'art populaire comme art et pas comme folklore. Et en même temps, le travail des ethnologues à partir des années 30 et le travail des artistes contemporains, c'est aussi se pencher non pas seulement sur ces objets en tant que production matérielle, mais en tant que témoins de savoir-faire. Ce qu'on voit ici avec un travail d'une ethnologue, Thérèse Rivière et Germaine Tillon, de deux ethnologues dans l'Aurès en Algérie dans les années 30. Donc, ces artistes qui viennent photographier ces gestes et cette chaîne opératoire d'une certaine manière qui est retravaillée par des artistes contemporains aujourd'hui. Selma et Sofiane Ouissi, qui dans la Haroussa en 2011 codent d'une certaine manière ces gestes des potières. Ils sont allés sur le terrain, ils ont fait un travail d'ethnologue de codification de ces gestes qu'ils ont traduits par la suite en danse pour en faire véritablement une chorégraphie. Mais là, on est vraiment à la limite de l'art populaire, dans la mesure où ce qui compte, ce n'est plus l'objet fini, mais les gestes, et d'une certaine manière, on est déjà dans la question de la performance. En guise de conclusion sur cette vraiment question de l'art contemporain et du regard déhiérarchisé que portent les artistes contemporains sur ces objets et savoir-faire, je voudrais peut-être resserrer en quelques mots nos stratégies qu'on peut mettre en place en tant qu'historien de l'art pour dépasser ce canon et les catégories disciplinaires. Donc vous l'avez vu, notre stratégie, ça a tout d'abord été de montrer comment les images circulent et donc comment cette circulation des images, elle forme un imaginaire. Ça a été aussi de reconstituer des réseaux artistiques et intellectuels pour montrer les échanges intellectuels à un moment T entre ces différents interlocuteurs que sont artistes, ethnologues, historiens de l'art, et montrer que en fait, tout le monde travaille en même temps et que l'artiste ne va pas se dire « moi je suis artiste donc j'écoute pas l'ethnologue à côté ». En fait, il y a des échanges qui d'emblée viennent brouiller ces catégories intellectuelles. Et puis il y a une troisième stratégie que nous on développe pas beaucoup mais que les artistes développent, qui est confronter des objets qui en fait n'ont pas grand chose à voir pour susciter l'imaginaire. Et cette confrontation, cette juxtaposition, elle est très liée, il me semble, à une réflexion que porte Griselda Pollock, que vous connaissez tous si vous êtes ici aujourd'hui pour parler de canon, dans Encounters in the Virtual Museum en 2007. L'historienne de l'art, elle cherche des stratégies féministes pour critiquer ce canon. Et pour critiquer le canon, il faut, selon elle, remettre en question les catégories de nations, de styles, de périodes. Elle propose dès lors deux modèles pour ce qui serait un musée féministe, l'Atlas Mnemosyne de Warburg et la salle de consultation de Freud à Vienne. Et vous voyez donc des objets de provenance et de périodes très différentes sont juxtaposés, sont présentés les uns à côté des autres sur ce bureau de Sigmund Freud. Et il me semble que c'est justement l'écart entre ces objets qui est fructueux, puisque cette différence, cet écart entre les objets, il vient faire travailler l'inconscient pour Freud, l'imaginaire pour les artistes. Il vient susciter des relations inattendues dans une dimension toujours dynamique, dans le sens où ces interprétations ne sont jamais finies, achevées. Et ça, il me semble, c'est vraiment le travail des artistes contemporains. Et on s'est beaucoup posé la question avec Enguerrand, est-ce qu'on a le droit de faire ça en tant qu'historien et conservateur de musée? Et je pense que c'est pas forcément facile de l'assumer, dans la mesure où on est aussi le garant de la construction. Il faut essayer. Mais je pense que c'est le rôle des artistes contemporains, dans le sens où nous, on est quand même garant aussi d'une certaine reconstitution des réseaux. Et c'est pour ça que je te passe la parole, Margot. Merci beaucoup. Et je trouve hyper inspirant
les deux exemples que tu viens d'amener. Et je trouve ça aussi hyper beau que vous le resituiez dans votre propre pratique de la conservation et de l'exposition aussi. Pour moi, voilà, je pense que faire exposition, c'est raconter des histoires et assumer d'aller jusqu'au bout d'assumer le discours et de vouloir créer des histoires, mais sans affirmer qu'elle soit une histoire juste, mais qu'elle ait une lecture singulière et qu'elle part d'un point de vue et d'un ressenti. Et moi, je trouve ça trop beau que dans la pratique muséale ou dans la pratique de l'exposition ou curatoriale, en fait, on puisse aussi s'inspirer d'une certaine créativité, d'une hétérogénéité des sources et qu'on se sente libre dans la manière de les manier, de les recomposer. Voilà, c'est un petit peu abstrait ce que je veux dire. Et peut-être par rapport à tout ce que vous avez dit, un souvenir que je partage ici avec Noam Allon, qui est présent dans la salle et avec qui on était donc assistant curator pour cette exposition Les Flammes, l'âge de la céramique, qu'on a préparée ensemble entre 2019 et 2021 au Musée d'Art Moderne de Paris avec la commissaire générale Anne Dressen. Et en fait, on parlait hier, Aliane Achan, Noam et moi, d'un souvenir des visites de vos réserves. C'était pendant l'exposition folklore, donc en 2020. Et tu me rappelais, Noam, à quel point, en fait, d'embrasser un paysage, en fait, pour des personnes qui font de la recherche en l'histoire de l'art et qui préparent une exposition, en fait, de rentrer dans ces réserves, ça dresse un paysage hétérogène qui est absolument fascinant. Et c'est vrai, on se rappelait, en fait, il y a les fourches en premier plan, derrière il y a les énormes décors de carnaval de Nice. Enfin, c'est complètement hallucinant et c'est hallucinogène. Enfin, c'est vraiment en fait de rentrer dans les réserves du MUSEM qui sont visitables. On vous les conseille la prochaine fois que vous venez à Marseille. C'est une expérience riche. C'est ça, et c'est complètement hallucinatoire. Et je pense que, là, vous avez retracé vraiment la richesse de vos collections et à quel point, en fait, les collections peuvent être un endroit où chercher, où proposer des nouveaux récits, des nouvelles histoires, et à quel point, en fait, on peut aborder l'objet par son histoire. Oui, et c'est pas mal ça, ce trio que vous avez rappelé. Vous voulez commenter ? Oui, je peux peut-être en parler. C'était une manière, donc dans cette volonté de confronter les genres de manière parfois un peu anachronique. Il y avait une présentation l'année dernière que j'avais faite à propos du lit clos breton, donc un lit traditionnel breton. Donc c'était des sortes de petites cabanes qui, dans l'intérieur domestique, permettaient d'avoir une sorte d'intimité, en fait, puisque les gens vivaient dans le même espace. Ça permettait d'avoir une intimité, mais ça permettait également, dans une logique d'économie d'énergie, de conserver la chaleur des corps dans un espace clos. Et en fait, c'est quelque chose qui a inspiré aujourd'hui les designers contemporains, les frères Bourrelec, qui ont repris le principe du lit clos. C'est aujourd'hui, le lit clos à droite est conservé au Centre Pompidou. Et en fait, c'est dans cette partie sur l'anachronisme, ce qui nous a intéressé ici avec le lit clos, c'est que ça permet aussi de repenser les modes de consommation, les modes de vie. Aujourd'hui, les modes de vie domestiques, surtout à un moment où on cherche à économiser l'énergie, à économiser la chaleur. Je dis pas qu'il faut retourner au lit clos, évidemment, mais c'est en fait des objets qu'on va sortir de leur contexte de manière vraiment anachronique. Là, on assume cela pour en fait développer des enjeux beaucoup plus contemporains, et c'est un peu un principe du MUSEM. On est un musée de société des enjeux contemporains, et donc le lit clos ici va venir nous interroger sur nos modes de consommation actuels et sur les problématiques écologiques contemporaines. Pardon, Margot. Non, mais hyper intéressant. Et j'aime aussi l'idée que tu peux réévaluer une collection ou des objets au prisme des enjeux actuels de la société, des besoins écologiques. Enfin, pour moi, une institution muséale qui s'engage dans ces problématiques-là et qui apporte sa pierre à l'édifice par la réflexion sur la fonction des objets et leur mise en perspective dans un contexte actuel, c'est une démarche que je trouve hyper appréciable et inspirante. Et ça fait un design vraiment appliqué et ça fait un art qui est dans la vie. Et je crois que après, on aura l'occasion de revenir à la question du canon. Mais moi, ce qui m'effraie dans ce mot canon, c'est que je pense toujours au saint canonisé. Enfin, pour moi, le côté morbide du canon m'effraie. Et moi, je pense profondément que
voilà, que l'art c'est la vie et qu'en fait, enfin voilà, qu'il faut penser des endroits où les pratiques artistiques en général peuvent être intégrées à la vie. Et pour donc reboucler sur Marie Talbot, dont vous parliez plus sous l'aspect collection du Musée des Arts et Traditions Populaires. Donc dans cette fameuse exposition Les Flammes, l'âge de la céramique dont on parlait et qu'on prend comme cas d'étude, parce que je pense que elle est emblématique de cette démarche et de voir comment une exposition d'art contemporain peut voilà, travailler avec l'art populaire et être inspiré et enrichi par l'art populaire. Donc cette fontaine de propreté de Marie Talbot a naturellement trouvé sa place dans la troisième partie de l'exposition, qui était une partie dédiée à la question du féminisme. Et donc elle est venue s'insérer parmi un ensemble d'œuvres. Je pense par exemple à Simone Lee. Bon, désolé, la vue d'exposition que j'ai choisie est pas hyper claire. Là, on voit principalement la cloche et les visiteurs, visitrices derrière. Ah bon, mais non. C'est pas toi là en beige? Non, je pense pas. C'est gentil. Et en tout cas, cette section de l'exposition, elle disait, bah voilà, est-ce que la pratique de Marie Talbot comme potière à la Borne au 19e, vous pouvez me rappeler la date de fabrication de l'objet? C'est 1860. Milieu du 1860. Voilà, comment est-ce qu'elle peut être relue et réinsérée dans une perspective féministe où le médium céramique en fait est un médium qu'ont investi les femmes potières, les femmes artistes, les femmes artisanes. Et je trouvais que cette fontaine de propreté mise ici, mise dans ce display-là et dans cette scénographie-là, en fait, elle venait raconter quelque chose d'autre, poser la question donc de la femme fontaine, la fontaine de propreté. Enfin, il y a quand même aussi un mystère sur la fonction effective de cette fontaine, non, de cette petite fontaine. Je sais pas, je vous laisse faire vos recherches et on aura l'occasion d'en reparler. Mais voilà, c'était un bon exemple d'un objet de vos collections qui est venu au Musée d'Art Moderne et qui a vraiment abondé et nourri un propos dans cette exposition, voilà, qui avait pour vocation de choisir des pièces et de laisser conduire aussi le visiteur ou la visiteuse dans un discours. Peut-être qu'on peut passer à la slide suivante pour montrer d'autres vues de cette exposition. Et je pense que c'est intéressant que cette vue-là, pour le coup, elle est un petit peu mieux choisie peut-être. Mais en tout cas, il y avait cette question de mettre à plat... dans un discours en fait et de confronter différents objets issus de différentes cultures, voilà, et qui de différents backgrounds. Et je pense que c'est vraiment la force du commissariat de cette exposition et du projet qu'a porté Anne Dressen à cet endroit-là, c'est qu'en fait voilà, on a aussi bien un panier en céramique. Enfin, je pense que le médium céramique et le discours des flammes étaient totalement propices à essayer ce genre de démarche. Mais vous voyez, on a aussi bien un panier en céramique que une céramique à cordes Jaumont. Et donc là, en l'occurrence, ce socle-là, il parlait de la question de l'imitation et comment est-ce que la céramique a pu imiter à la fois le rendu cordé dans le cas de la céramique Jaumont japonaise, qui est voilà, une pièce archéologique historique extrêmement précieuse et fragile et très émouvante à voir en fait à cet endroit-là, mais aussi bien imiter la porcelaine avec donc cette peinture de Marie-Victoire Jacotot et donc toute cette tradition de la peinture à Sèvres et bam, qui vient de manière hyper dynamique être mis en regard avec le céladon et comment est-ce que la couverte du céladon peut imiter un certain rendu de l'eau de pluie. Et donc là, voilà, on part dans une imitation. Enfin, comment est-ce que un médium peut donner un rendu esthétique, mais qui est totalement inséré dans la vie de tous les jours, qui est genre un rendu climatique. Et la question de la vannerie, avec donc cette pièce qui avait été prêtée par un couple de potiers qui se sont vachement investis dans la préparation de l'exposition, et aussi l'imitation du rendu des soieries lyonnaises dans cette œuvre qu'on voit mal mais qui est devant la peinture sur céramique de Marie-Victoire Jacotot, voilà ici, et qui est vraiment un rendu qui imite le rendu des trames de soieries lyonnaises et qui donne un rendu qu'on pourrait lire aujourd'hui comme complètement psychédélique. Et au dernier plan, un artiste contemporain, Morgane Courtois, qui a fait ses œuvres en céramique qui en fait imitent aussi la sculpture classique et le marbre. Enfin, je pense que ça fait écho à ce que vous montriez sur le corps et la question du... Donc moi je trouve qu'à cet endroit-là viennent se percuter différents objets et je trouve que du coup il se passe quelque chose et le spectateur est rebalancé dans son rôle actif de regardeur et de spectateur à évaluer et à s'intéresser à l'histoire de ces objets très différents, et que là il y a quelque chose qui se passe qui est
est de l'ordre de déplacer le regard, de l'enrichir, de le développer et de mettre ensemble, de faire cohabiter ces objets ensemble. Pour moi, là, on est dans une démarche artistique et de curiosité qui est extrêmement riche et intéressante. Et après, peut-être qu'on peut parler de la manière dont Natsuko Oshino, qui est une artiste, céramiste, potière, qui a vécu longtemps à Saint-Quentin la poterie et qui était conseillère artistique de l'exposition Les Flammes, a réinvesti l'histoire de cette vitrine de la terre au pot. Et pour revenir sur ce dont vous parliez en début de conférence, mais on a checké entre-temps, merci Google, mais la vitrine, c'était quoi, du berceau à la tombe qui était présenté au Palais de Tokyo. Voilà. Et en fait, on a rechecké dans l'expo dans laquelle elle avait été présentée au Palais de Tokyo, c'est l'expo Diorama. Et je pense que c'est hyper intéressant, cette question du diorama et de la vitrine et de ce que, en fait, la magie du musée des arts et traditions populaires, en fait, c'était de proposer, vous l'avez très bien analysé, mais voilà, cette scénographie nylon qui fait flotter l'objet, elle est un peu magique en soi, et en même temps, elle propose un déroulé séquentiel et chronologique dans le temps. Donc je pense aussi que c'est une approche qui est là pour désidéaliser la production finale de l'objet, et que, en fait, je pense que les artistes aiment cette approche très concrète et sincère du faire, et de dire, en fait, voilà, l'expérience de la production artistique et de la fabrication, elle se déroule dans une séquence chronologique temporelle. Elle connaît plusieurs étapes, mais je trouve que ça permet quelque part de désidéaliser le rendu final et de dire, en fait, à un artiste, il travaille jamais en one shot, et au contraire, de la motte de terre jusqu'au pot tourné, il se passe plein de choses, et je trouve qu'en fait, voilà, une approche muséographique et une approche scientifique vraiment sincère et innovante, en fait, elle restitue dans une magie muséographique cette sincérité-là des différentes étapes qui conduisent à la création d'un objet ou d'un corpus d'objets. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment à cet endroit-là que ça touche et que ça vient créer un paysage hyper sincère et magique à la fois. Enfin bref. Voilà, ces objets qui flottent et cette expérience du faire, je pense qu'elle est éminemment actuelle pour revoir notre conception de l'art et de l'objet d'art. Et que donc, du coup, comme ça, de cette manière-là, on rejette une approche trop idéaliste de la perfection de l'objet fini. Et donc, pour revenir à Natsuko, c'est vrai qu'il y a eu pour elle, c'était extrêmement intéressant de travailler à Saint-Quentin la poterie d'après cette vitrine et de proposer elle, dans son expérience de potière et d'artiste, un regard contemporain sur cette vitrine, et de jouer aussi avec cette histoire du fer céramique, et de proposer un récit qui se déroule. Et c'était une vitrine d'ouverture. Voilà. Excuse-moi, merci beaucoup. Donc, autre confrontation. Voilà, toute cette exposition, Les Flammes, elle se construisait sur un certain nombre de confrontations d'objets. Et par exemple, vous avez à gauche cette montre de potier qui, dans la manière d'être regardée par les commissaires, les artistes ou les personnes qui ont participé à la préparation de l'exposition, je trouve que cette montre de potier, elle incarnait vraiment cet émerveillement qu'on peut avoir face à un objet qui est pour le coup purement utilitaire et qui sert vraiment à connaître l'état d'une cuisson. Mais alors, il faudrait que vous m'expliquiez pourquoi est-ce qu'il y a seulement un des deux cônes qui a fondu. Il y en a un qui est fond à une certaine température. Ah, c'est ça. Et donc, c'est ça qui permet de bien placer Mais c'est trop ingénieux. Et donc, bref, en tout cas, cet objet, il est fascinant. Et en même temps, il est caché parce qu'il appartient un peu il appartient au four et à la fabrication de la pièce. Et il est dans le four et dans la cuisson. Et en fait, tout de suite, ça a inspiré à la commissaire et aux personnes qui aidaient à préparer l'expo. Vraiment, pour nous, c'était une sculpture d'art contemporain. Et à droite, vous avez une pièce de Ron Nagel qui a qui était une des pièces, toutes les pièces, justement. L'idée, c'était de mettre à plat, donc toutes les pièces de l'expo, elles comptaient, elles étaient intéressantes. De quelqu'un plus connu que... Mais c'est vrai que celle-ci, elle a été utilisée pour l'affiche, pour la couverture du catalogue. Et là, la coïncidence historique et la manière... En fait, voilà, c'était ça aussi un des axes de l'expo et un des axes de recherche fort, c'était comment les artistes regardent
l'histoire de l'art, regardent les objets qui servent à faire de l'art et ils peuvent le réinjecter de manière parfois même inconsciente dans leur pièce. Et je trouve que là, la coïncidence, elle est extrêmement heureuse et on sent que le côté coulant de la céramique, il est travaillé à fond. Et voilà, et c'est vraiment sur ce type de rapprochement que l'exposition se construisait aussi. Voilà, au type de rapprochement d'une page du catalogue. Vous parliez de Gauguin et Sérusier en début d'intervention, mais je pense que c'est vrai qu'au XXe siècle, ces artistes ont ouvert la voie à ce type de rapprochement et en travaillant une jardinière. C'est assez fascinant à gauche, donc cette jardinière qui est une collection du Petit Palais et qui est à la fois, il y a tout, il y a une oie, des lunes, une jardinière et en même temps cette tête, on dirait un petit bonhomme et un visage. Je trouve qu'il y a une espèce de, il est hyper décontenançant cet objet à gauche de Gauguin et on n'a pas fini de comprendre la complexité de où il puise ses sources et voilà, et ce type de rapprochement dans le catalogue avec cette œuvre d'une artiste contemporaine allemande qui s'appelle Rosemarie Trockel. Pareil, en fait, c'est dans le rapprochement de ces deux objets, je trouve qu'on arrive à sentir sensiblement de certaines choses sur deux objets qui sont des contenants et qui sont des sculptures et qui déjouent la fonction utilitaire mais qui en même temps assument le fait d'en venir aussi. Et je trouve ça hyper intéressant. Pour moi, ça, c'est vraiment le type de confrontation flamme. Voilà, et après, je voulais juste, c'était plus une joke, mais donc cet artiste américain, Mike Kelly, donc rien à voir, on part plutôt aux États-Unis, plutôt sur la côte ouest, années 90-2000, et en fait, je cherchais des images de Mike Kelly, qui a beaucoup parlé de la confrontation entre high art et low art, et je pense que c'est vraiment une séparation intellectuelle ou dans le discours qui intéresse beaucoup les artistes américains au XXe siècle et au début du XXIe siècle. Mais j'ai plutôt mis ici cette image pour rigoler parce que je trouvais que cette vue de Mike Kelly dans son atelier, elle me faisait vraiment penser à... ça aurait pu être lui qui visite vos réserves, non? Vous trouvez pas? Où vraiment il est entre des grosses poupées, de l'art sacré, un joueur de hockey. Et je trouvais que ici, à cet endroit-là et dans cette pratique artistique hyper importante, on voit à quel point... pour certains artistes, en tout cas, de jouer entre les différents registres d'objets et de venir puiser dans différentes sources, ça reste quelque chose d'hyper important et ça reste un moteur pour la création artistique. Et aussi, je voulais finir aussi sur une artiste avec qui j'ai aussi eu la chance de travailler, qui s'appelle Marie Glaise. Et c'est mignon parce qu'elle a fait ce projet dans une usine de céramique à Jingdezhen en Chine, qui est vraiment la plus grosse usine de création de céramique, et ce depuis le XVIIe siècle. Mais elle, en fait, elle est partie en résidence en 2016 en Chine et elle s'est promenée, elle se baladait dans l'usine et elle a, en fait, dans l'usine qui est immense, elle a ramassé ces cartes usées qui sont des jeux de cartes, des jeux de cartes usés et vraiment qui sont abîmés en fait à la fois par la terre de la carrière ou par le rythme de la production. Et elle en a fait une édition de jeux de cartes qu'elle a appelée Made in Jingdezhen. Et c'est comme ça que j'ai connu cette artiste, c'est parce qu'elle vendait il y avait un pop-up store, une sorte il y avait un moment éphémère où elle présentait ce jeu de cartes, cette édition de jeu de cartes, et ça m'a hyper touchée. Et c'était un jeu de cartes usé, vraiment qu'elle a trouvé par terre, et où parfois il y a les traces de pas dessus, il y a les traces de peinture, il y a même eu parfois des tests de peinture de céramique qui sont mises dessus. Et bon, là, le visuel n'est pas forcément représentatif de tout le jeu de cartes, mais je vous invite, si ça vous intéresse, si vous aimez les cartes et les usines à céramique, vraiment, allez regarder ce jeu. C'est un petit créneau quand même. Ouais, c'est vrai que c'est un peu niche, mais moi j'adore. Moi, c'est tout ce que j'aime. Donc, j'étais contente de cette rencontre. Mais en tout cas, l'édition et le jeu est beau. Et il travaille vraiment sur cette imperfection et sur la carte qui est usée.
Et sur le jeu, enfin pareil, vous parliez de la galerie culturelle et de la manière dont on joue. Et je pense que voilà, Elle-Marie, c'est vraiment une artiste qui était dans l'atelier de Kloski aux Beaux-Arts, qui a beaucoup travaillé sur le lien entre les choses, entre les gens, qui invente des machines à dessiner, enfin qui est vraiment dans le lien et je trouve ça très beau aussi au-delà de l'objet même, de voir que en fait les pratiques populaires dans ce qu'elle crée comme lien entre les choses, entre les gens, et la manière de faire société en fait à travers le jeu ou à travers l'art, en fait, c'est aussi une dimension qui peut intéresser les artistes. Bon, ça, je crois que c'est peut-être pas, j'ai peut-être pas envie d'en parler. On peut passer peut-être à la conclusion. Bon, et ça non plus, c'était un peu peut-être un slide que j'avais. Oh, bon, on peut le laisser le slide, mais on peut pour conclure. On avait plusieurs manières de conclure. Il y a un livre hyper... Enfin, c'est un peu dans tous les sens, là, ce que je vais dire. Mais en tout cas, on voulait conclure sur ce livre, je pense, fondamental ou pour les personnes qui s'intéressent à la muséologie, à la manière dont, justement, on peut déconstruire les approches muséales aujourd'hui. Je pense que c'est un ouvrage qu'il faut... Enfin, je sais pas, sans le dire, c'est un peu... velléitaire comme invitation, mais bref, en tout cas, est sorti ce livre de Françoise Vergès début mars, là, qui s'appelle donc Programme de désordre absolu, décoloniser le musée. Et en tout cas, je pense que sa proposition de réinvestir le musée par l'imaginaire, par l'imagination, par la pratique en commun de l'imagination, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider à pousser plus loin et à incarner en fait la déconstruction nécessaire du musée. Et comme tu disais très bien, Justine, par rapport à l'exemple donc des danseuses, enfin voilà, comment est-ce que en fait enfin voilà, moi je pense vraiment qu'il est possible au XXIe siècle, et c'est pour moi tout l'enjeu et de nos différents métiers, de nos différentes perspectives, et qu'il est urgent de les mettre en commun pour le faire en fait, mais donc en fait, de sortir de cette approche encyclopédiste, exhaustive, enfin, voilà, et de déconstruire la manière dont ce savoir en fait du 19e et du 20e siècle a pu voilà, être problématique à plein de niveaux. Et je pense qu'en fait, aujourd'hui, on a vraiment les outils et le temps. Et j'espère que c'est ce que vous allez faire au MUCEM, et je peux que le souhaiter. Et j'aimerais qu'on accompagne tous et toutes cette réflexion que vous menez. Mais pour faire du musée un lieu qui propose de nouvelles manières de penser les choses, et en fait de ne pas s'enfermer dans des classifications qui sont problématiques et en fait qui ne suffisent pas à vivre, enfin en tout cas à penser le monde aujourd'hui. Bon, tout ça est un peu général et je pense qu'il y a voilà, mais en tout cas on est à plusieurs pour le faire, et je pense que vraiment les outils que donne Françoise Vergès dans son ouvrage récemment paru, ça serait vraiment l'occasion de se faire une session avec elle pour en discuter. Et sur cette cabane dans un jardin, j'avais mis cette œuvre ici pour conclure, parce que c'est une très belle œuvre d'un collectif vietnamien qui s'appelle le collectif Nha San, et qui a eu l'occasion donc de proposer une œuvre à la Documenta à Kassel cette année, donc en 2022, qui était une Documenta qui, je pense, a vraiment, s'insère dans une volonté de décloisonner la manière de faire les choses, et montre qu'en fait, plein de gens font les choses autrement, et que du coup, il faut accueillir cette énergie-là, et qu'elle permet vraiment de penser l'art autrement, et de le tisser avec la vie autrement. Et donc, dans cette cabane, on était invités à emporter avec nous des graines, et à les essaimer, ou à faire ce qu'on veut avec. Et donc je pense que cette image de la banque de graines, de la collection de graines, elle est super utile pour repenser. D'ailleurs, l'agriculture et l'écologie étant des savoirs populaire, mais sans avoir même besoin d'être classifié comme populaire. Mais en tout cas, je trouve que dans cette image de la dissémination des graines et la manière dont on peut essaimer les savoirs, on peut vraiment penser des nouvelles manières de faire les choses ensemble, et de penser les choses ensemble. Donc c'est pour ça que je voulais proposer cette image-là de la cabane au fond du jardin, qui est une banque de graines dans toute leur diversité, dans toute leur hybridité, et qu'en fait on doit accepter ça, que je trouve que les sciences humaines et les sciences du musée doivent s'en inspirer.
Merci Marco. Merci à tous et à toutes. Est-ce que vous avez des questions? Enfin, peut-être lancer la discussion. Ouais. Et merci d'avoir tenu 1h30. Ouais. On n'avait pas prévu de parler autant. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour ces éléments. C'est très enthousiasmant. Je suis aussi, je suis très enthousiaste devant l'ouverture du MUSEM, l'ouverture des expositions. Je n'ai pas pu tout voir, mais par votre intermédiaire, là, je découvre des choses. C'est très intéressant. Les collections, l'ouverture des réserves aussi. Moi, je me demande où s'arrêtera le MUSEM, finalement. Nous aussi. Dans cette course-là. Et j'ai peut-être quelques suggestions, mais à la suite de votre conclusion, justement. Par populaire, il y a peut-être des dimensions. Moi, là, j'ai vu des dimensions, il y a plein de dimensions du populaire. J'ai vu la tradition, j'ai vu des choses assez... On est plutôt dans des choses remarquables, plutôt dans le côté consensuel. Mais le populaire, la vie populaire... il y a des moments aussi, si on pense à la vie des gens, moins consensuels, un petit peu plus compliqués. Alors je distingue tout de suite les gens, leur dignité et leur situation. Je parlerai plus de leur vécu, de leur situation. Populaire au sens étroit et au sens très large. Mais du coup, ça me renvoie à... Voilà, est-ce que le MUSEM serait prêt à accueillir des dimensions moins consensuelles du populaire? Je m'appuie tout de suite sur des références plutôt consensuelles qui vont être... lorsque l'école des Beaux-Arts, je crois, a accueilli une conférence sur Le goût du moche, qui est un ouvrage de Alice, je ne sais pas si je prononce bien, mais de Alice Pfeiffer. Le musée de l'école des Beaux-Arts accueille en ce moment une exposition sur le gribouillage. Et je pense aussi à un bouquin du CNRS sur le lieu commun dans l'art. Donc c'est pas forcément des choses spectaculaires, mais il y a aussi tout ce côté extrêmement banal et diffus du populaire, en tout cas du commun. Est-ce que c'est des sujets qui peuvent intéresser, qui peuvent rentrer dans un musée comme le MUSEM? Puis d'un côté encore un petit peu moins consensuel, il y a aussi toute la violence sociale. Donc est-ce que le MUSEM peut aborder dans son propos, dans ses pratiques aussi, ces enjeux-là? Et effectivement, vous parliez de pratiques communes de l'imaginaire, je crois, à la suite du bouquin de l'ouvrage de François Vergès. Est-ce que le MUSEM, selon vous, vous n'êtes pas forcément la direction du MUSEM, mais j'en profite. Mais est-ce que le MUSEM pourrait s'acheminer pour être un musée populaire, accueillir du participatif dans ses pratiques? Est-ce que vous, par exemple, en tant que conservateur, si je ne me trompe pas dans vos titres, vous seriez prêt à concéder de la conservation populaire ou participative, du commissariat participatif, enfin comme à l'époque glorieuse, je crois, de la décentralisation théâtrale, les directions accueillaient des associations, voire peut-être des citoyens. Je ne connais pas cette histoire qui, à mon sens, peu fait long feu, mais on nous raconte ces histoires-là dans les politiques culturelles. Est-ce qu'on peut rêver peut-être pour ces dimensions-là? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, merci pour toutes ces questions. C'est plein de choses qu'on est en train de réfléchir au MUSEM sur le populaire et sur la dimension consensuelle. On parlait au début de la notion d'art populaire et je pense que la notion d'art populaire, elle est d'une certaine manière trop restrictive pour parler de nos collections, aussi dans la mesure où elle... tire dans son sillage cette idée d'exemplarité et de perfection technique et de beauté, etc., qui en fait ne recouvre pas du tout la totalité de nos collections. Notamment, moi je suis assez éloignée sur mon pôle en fait de la question de l'art populaire, puisque je suis notamment responsable des objets relatifs au sida et au sport et au foot. J'ai beaucoup de maillots de foot et c'est extrêmement populaire. Et c'est populaire dans l'attachement des gens à ces objets, mais c'est aussi populaire dans le fait que ce ne sont pas des objets uniques, que ce ne sont pas forcément des objets qui témoignent d'une main, d'une perfection technique. Et il me semble que le MUSEM a aussi un rôle dans cette collecte très banale, du quotidien très banal, avec derrière la question de la manière, déjà de l'acceptation de cette patrimonialisation. Moi, j'ai notamment en charge des collections relatives au skateboard, et mardi, justement, j'étais avec un skateur
dans les réserves, et avec des journalistes d'ailleurs, et les skateurs comme les journalistes étaient super emmerdés parce qu'ils voulaient monter sur les skates. Ah non, c'est zolé de musée. Et justement, plus on parle d'objets quotidiens, moins la patrimonialisation est évidente. Donc elle est importante pour nous, mais c'est des questions qu'on se pose toujours en comité d'acquisition et qui n'est pas résolue, et je pense ne la sera jamais, et tant mieux. Après, sur cette question aussi du moche, etc., c'est une question qu'une de nos collègues se pose, qui réfléchit sur la notion de kitsch, sachant que kitsch, encore une fois, c'est de l'ordre du jugement esthétique. Et donc c'est toujours la question de catégories qui, sans venir créer des corpus et donc enfermer les objets dans des corpus, permettent de les penser, en sachant que la notion de kitsch, elle relève aussi de classe sociale, en fait. Donc en fait, on est toujours entre des corpus réels, et le regard qu'on porte sur ces corpus et comment, en les intégrant au musée, on vient aussi créer des catégories, et c'est pour ça qu'on a invité Margot, parce que nous, on reste des institutionnels, même si ça fait 9 mois, Enguerrand, 1 an et 9 mois qu'il est au MUSEM, je pense pas qu'on est des vieux de la vieille. J'espère qu'on a encore un regard neuf sur les collections. Mais sur la question de la violence sociale, c'est aussi quelque chose qu'on essaye vraiment d'aborder, et je vous incite, pour ceux qui peuvent aller à Marseille, à venir à partir de mai voir l'exposition Barvalo sur l'histoire des populations romanies, qui est d'ailleurs faite avec des populations romanies. Donc là, on a toute une série de collègues qui font du participatif. L'exposition VIH-Sida, l'exposition n'est pas finie, d'il y a 2 ans, avait été faite en collaboration avec les communautés. Sachant que, c'est pas évident, c'est très joli le participatif sur le papier. Nous, sans rentrer dans le détail, on essayait de travailler sur du participatif, sauf qu'en fait, les gens qui participent au participatif, c'est souvent des gens qui sont liés au milieu social, donc on a du mal à avoir vraiment un champ social très varié, et on se retrouve à avoir des gens qui se pensent extérieurs de l'institution alors qu'ils sont issus du même champ social que nous, donc... Voilà, c'est un peu... Ouais. Et sachant aussi qu'en fait, je me demande jusqu'à quel point le participatif, c'est pas une solution pour dire on intègre l'extérieur, mais nous, on reste des blancs de classe sociale supérieure, conservateurs, quoi. Donc, moi, à ce niveau-là, en ayant mon âge et mon expérience, je me dis que la solution, ce serait peut-être plus d'avoir une vraie diversité dans les profils muséaux, parce que le participatif, pour moi, à ce stade-là, j'ai l'impression que pour certains projets, pour le sida et pour Barvalo, c'était absolument nécessaire. Pour d'autres projets, j'ai l'impression que c'est un peu de la com. J'ai répondu très vite. Je sais, vous avez peut-être... Non, je suis complètement d'accord avec toi. C'était les exemples dont je voulais parler, VIH-Sida et Barvalo, qui sont, je pense, des expositions qui font date et qui vraiment marquent cet enjeu du participatif au MUSEM, et aussi de parler de choses moins consensuelles. Là, pour le coup, VIH, là, que c'était très porté sur le militantisme et la lutte politique qu'il y avait autour de la pandémie. Et notamment ACT UP. Et notamment ACT UP. Et Barvalo, c'est une exposition sur des populations qui sont hyper discriminées, particulièrement en ce moment. Et où il y a un racisme assez global dans le pays contre ces populations-là. Donc c'est aussi prendre des sujets vraiment, là pour le coup je trouve peu consensuels, et on va faire une exposition avec les principaux concernés qui ouvre en mai. Et sachant que sur VIH-Sida, c'était pas évident pour une partie de nos publics. Une anecdote personnelle, mais je pense qu'elle est extrêmement significative. Quand l'expo VIH a ouvert, on avait encore l'expo Salammbô. Donc comment Salammbô et l'œuvre de Flaubert participent à la création d'un imaginaire orientaliste. Et donc devant le MUSEM, il y avait VIH-Sida et Flaubert. Et il y avait des gens qui m'avaient arrêté devant le MUSEM en me disant c'est pas possible, on ne peut pas avoir ça à côté du grand Flaubert. Et ce truc finalement, dans la com, d'une mise sur le même niveau, en fait, là on est sur le savant et sur le populaire. À la fois dans ce que ça relève de classe sociale, et dans ce que ça relève aussi d'un rapport au tabou, parce que le VIH, c'est tout de suite la sexualité, c'est tout de suite l'homosexualité. Et pour une partie du public, c'était inconcevable de remettre au même niveau le Flaubert, le savant, et le populaire et le sexuel, en fait. Et donc ça montre que cette logique hiérarchisante, elle n'est pas du tout évidente pour toute une partie de nos publics. Ah, c'est hyper intéressant ton exemple, et ça montre qu'il y a aussi une attente, enfin que en fait c'est aussi l'attente que les gens ont par rapport à
ce que le musée doit hiérarchiser qui est à déconstruire en fait aussi. Donc c'est un peu un travail dans les deux sens, donc ça double finalement, quand on fait des études des publics, les publics sont beaucoup plus tradis sur la manière de voir les institutions que nous. Ouais. Oui, tout du moins, ça dépend de certains publics. Mais nous, à Marseille, on n'a pas le public parisien, donc c'est un peu une autre manière de travailler. Hyper intéressant. Je n'en rajoute très vite, très vite. Ce que ça m'inspire, c'est que on peut être preneur aussi d'expositions de débats, en fait, et pas tant d'expositions qui n'exposent que du remarquable et qui sont catégoriques dans leurs propos. Donc on peut venir aussi se questionner en venant voir, enfin vraiment sans que l'exposition soit close dans son propos, quoi. Peut-être qu'on peut attendre une exposition forum, peut-être. Et vous citez des exemples d'expositions, mais qui sont peut-être plus de l'ordre du documentaire sur le VIH ou les gens dont vous parliez. Là où moi j'ai vu un nœud, c'est dans des expositions plutôt d'art, donc sur le folklore, que je n'ai malheureusement pas pu voir, mais où c'est une exposition où beaux-arts, art contemporain et art populaire au sens très large sont confrontés. Donc on est plus dans une exposition d'art que dans une expo documentaire de société. Donc moi c'est l'expo documentaire, pourquoi pas, c'est très intéressant, mais et pourquoi pas qu'elles incluent elles-mêmes des propos, des œuvres artistiques pour aiguillonner le propos, mais les expos d'art que vous décrivez, pardon de le lire comme ça, je n'ai pas d'autre solution là sous la main, c'est là que je trouve que de dire je ne vais pas voir une expo pour voir que ce qu'il faut voir, selon le musée parce que je lui fais confiance, mais que le musée va vraiment me titiller et me dire il y a un débat sur le jugement du goût, et donc nous on vous expose ces contradictions-là dans nos murs, avec toutes les précautions qui s'imposent, parce qu'on est plus un lieu de médiation et de forum, et donc voilà, je pense qu'il ne faut pas mettre en porte-à-faux un outil comme le MUSEM, ce serait évidemment dommage. Mais sachez que on n'a pas toutes les réponses et que on ne sait pas. On vous montre des choses selon des critères où sachez que oui, parce que certaines sociétés d'ailleurs l'intègrent dans leurs propos. Il peut y avoir du moche, il peut y avoir du raté, il peut y avoir du foireux. Et que ça fait partie du débat et peut-être qu'il en sortira quelque chose. Et vous voyez, enfin, moi voilà, j'ai deux rêves, c'est des expositions comme ça qui me feraient encore plus. Mais je suis sans doute du public acquis, hein, mais qui me ferait encore plus. Réintroduire de la complexité dans le discours. Ou un jeu, même si c'est peut-être pas le bon terme parce que c'est trop ludique le jeu, mais en tout cas un vrai débat. J'ai que ça là, ce matin sous la main. Sur on vous montre des choses, mais vraiment. Il y a de la contradiction, quoi. Il y a de la contradiction parce que le musée ne peut plus exposer des choses selon des normes trop restrictives qui sont celles du personnel du musée, je suis d'accord avec vous. On s'ouvre aux autres catégories éminemment contradictoires dans la société et donc on reflète les contradictions de la société. À la limite, ça va être la démagogie. Voilà. Donc ça, je n'ai pas les solutions. Mais voilà, moi j'ai ce rêve-là et puis aussi un ouvrage, je le glisse là, mais d'histoire populaire des arts. Je ne sais pas si ça existe, mais une grande synthèse générale comme il y en a eu un sur l'histoire de France par Gérard Noiriel il y a quelques années. C'est un petit rêve que j'ai et voilà, peut-être que ça arrivera un jour. Donc merci beaucoup. Pour répondre à ces réflexions, ça nous a fait sourire avec Justine parce que nous on n'a pas le terme de forum mais le terme d'agora qui est peut-être un peu plus prétentieux, je sais pas, mais en tout cas on est en train de repenser donc cet espace permanent dont on vous parlait tout à l'heure sur l'imaginaire méditerranéen en faisant l'histoire des collections donc de d'autres musées et l'histoire de ces imaginaires des regards. Et l'idée de cette exposition, c'est justement d'inscrire le MUSEM dans l'histoire de ces regards et d'inclure en fait une sorte de relativisme, de montrer que nous aussi on a notre regard et qu'on s'inscrit dans cette histoire des regards. Donc bref, la conclusion de l'exposition, on l'a appelée Agora, et l'idée en fait ça serait de partir de, pour l'instant c'est en construction, mais je suis preneur de tous vos conseils et si on peut échanger, ça peut être intéressant. Non, mais c'est vraiment en cours de construction, en cours de réflexion. Et cet espace Agora, l'idée, ça serait en fait de prendre un objet et de faire parler différentes personnes, que ça soit des jeunes Marseillais, des ethnologues, des artistes, sur un même objet, et pour montrer qu'en fait, des conservateurs aussi évidemment, pour montrer qu'en fait, chacun a un regard, chacun a un biais, et que tout ça forge un imaginaire commun, bref, mais de pas... Ou d'ailleurs pas forcément commun, hein. On peut assumer la rupture sur ces objets. Hein. Des regards divergents. Ouais. Donc bref, Agora, Forum, on verra, mais peut-être que ça sera Forum, je sais pas. À ouvrir en juin 2024.
Oui, bonjour. Non, c'est juste. Merci pour tout. Et ben, vous avez un bon boulot jusqu'à la fin de votre carrière qui dépassera les 64 ans. Parce que vous serez passionné, vous n'arrêterez pas. Non, c'est juste pour dire qu'à la bibliothèque Forneille, il y a l'exposition de Jeanne Mativel, qui est une artiste peu connue, dont une des assiettes était justement l'exposition Flamme. Donc je conseille aux gens d'y aller, c'est gratuit. C'est petit. Et voilà, le seul problème, c'est que ça ferme le dimanche, parce que c'est une bibliothèque, mais elle vient de commencer, elle est vraiment sympa. Super, merci beaucoup. Allons-y cet après-midi. On l'avait repérée notamment parce qu'en fait, j'ai oublié le nom de cette potière, mais elle est très proche de René-Yves Creston, qui est un des ethnologues du MNATP dans les années 40, et c'est lui qui a notamment fait les enquêtes en Basse-Bretagne à partir de 1937, et qui a contribué vraiment au développement du folklore breton à travers vraiment ces grandes collectes. Et donc, moi, quand j'ai vu votre publication, j'étais hystérique. Donc, on a regardé si on l'avait dans les collections, mais c'est vraiment une artiste passionnante pour nous, quoi. Qui a refait aussi l'histoire de la discipline et qui a créé des liens entre le folklore et la création. Ouais, Justine. Vous avez faim? Bonjour, merci pour votre présentation, c'était très riche. Moi, je suis doctorant en architecture sur la question des enquêtes d'architecture rurale en France, qui a été menée par la MATP. Je m'intéressais, j'ai une question assez précise. Vous avez très bien articulé le passage entre folklore et art populaire. Dans le cadre des enquêtes sur l'architecture, à partir des années 80, on parle de rural ou de ruralité. Et aujourd'hui, dans le milieu académique, dans les écoles d'architecture, on parle d'architecture vernaculaire. Moi, je voulais avoir un peu votre point de vue sur l'évolution de ce champ sémantique. Voilà. Alors moi, j'avoue que j'ai pas beaucoup réfléchi à la question. Je passe mon temps à utiliser le terme de rural, donc peut-être que je m'inscris dans une vision très passéiste du champ disciplinaire, mais Peut-être, moi j'ai travaillé sur l'enquête sur mobilier traditionnel, donc qui est je sais pas si vous avez en tête, mais il y a l'enquête sur l'architecture rurale pour tout le monde qui travaille sur l'architecture, et au même moment, il y a l'enquête sur le mobilier traditionnel, l'EMT. Et en fait, en ayant fait un peu l'historiographie de la notion, on se retrouve exactement sur les mêmes problématiques en termes de vocabulaire, puisque en fait c'est traditionnel, puis on parle de mobilier rural, puis on parle traditionnel, populaire, rural, et les dernières études faites sur l'EMT dans les années 90, on parle de mobilier rural, en fait, dans la mesure où sur le mobilier, il est vraiment conçu. Enfin, c'est vraiment des enquêtes qui sont faites sur la ruralité et assez peu en fait dans les villes. Vraiment, si on prend le sujet sur la question du contexte de collecte, je pense que le terme rural est le bon. Après, en fait, le terme rural, il vient aussi de nouveau articuler une opposition qui est entre le rural et l'urbain, sachant que tout l'objet de l'EMT, c'est de montrer qu'il n'y a pas une rupture radicale entre ce mobilier savant qui serait des villes et le mobilier rural qui serait de la campagne. Donc c'est vrai que le vernaculaire, c'est aussi quelque chose qu'on utilise de plus en plus parce que ça permet de dépasser ces oppositions qui viennent en fait à l'encontre aussi de cette idée de continuité entre le savant et le populaire, etc. Mais enfin, on s'en sort pas assez positif. Enfin, c'est chouette, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas. Enfin, je sais pas. Si vous avez des solutions à nous apporter, on est preneurs aussi. On prend tout. Ouais, et puis venez. Enfin, on peut vous donner nos contacts pour que vous veniez nous voir à Marseille, si. Ah bah. Génial. Manger. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée.